Pierre Noël, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Dervy à la recherche de Jacquin et Boaz. Dans votre introduction, vous dites, en ce qui concerne la maçonnerie, entre la littérature continentale et la littérature anglaise, il y a dichotomie. Pourquoi y a-t-il dichotomie entre ces ouvrages et c'est quoi cette dichotomie? C'est que les uns et les autres se connaissent mal. Les uns et les autres se connaissent mal, se rencontrent peu et discutent peu entre eux. Parce que de toute façon, il y a d'ailleurs une énorme limitation, c'est la langue. Il est extrêmement difficile de discuter de choses comme la maçonnerie quand on ne comprend pas bien la langue de l'interlocuteur. Donc ça, c'est la première dichotomie. Et d'autre part, nous avons affaire à deux peuples, si je puis dire, qui sont les Français et les Anglais, qui ont chacun leur fierté, leur chauvinisme et leurs a priori. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de retrouver dans ce que les uns écrivent ce que les autres pensent et vice-versa. Eh bien, d'abord, il y a l'éternel problème de savoir qui est l'inventeur de ce mouvement de pensée. Est-ce que ce sont les Français ou ce sont les Anglais? Alors, les Anglais sont extrêmement anglocentriques et considèrent finalement qu'il n'y a que, et je dirais même plus, il n'y a que les Londoniens. Il est extrêmement difficile pour eux de prendre, de considérer comme leur ego ce que pensent les Écossais ou les Irlandais ou les gens du Yorkshire. Et vous avez la même chose en France. Les Français, les maçons français, sont généralement convaincus qu'ils descendent des constructeurs de cathédrales qui sont français. Et à partir de ce point de départ, si vous voulez, on peut faire tous les développements. Et c'est la raison pour laquelle même la lecture de la littérature, par exemple les quatuors coronati anglais, la lecture pour un français, parfois consternant, mais inversement, lire la littérature des françaises en maçonnerie est également marquée par ce chauvinisme et ce francocentrisme. Vous écrivez la transition entre opératif et spéculatif semble assurée en Écosse et serait un mythe en Angleterre. Pourquoi? Je pars d'un point de vue extrêmement simple. Où y a-t-il des loges opératives et à quel moment de l'histoire, des loges opératives dont on s'aperçoit qu'un certain nombre d'années plus tard, elles sont devenues purement spéculatives? Eh bien, cette transition-là, qui est la seule à laquelle j'accorde une valeur, cette transition-là ne se trouve que dans les loges écossaises et pas dans toutes les loges écossaises, dans une quinzaine des loges écossaises dont nous savons qu'elles existaient au XVIIe siècle. Et à part ces 15 loges, il y a un seul exemple à Londres, mais qui n'est pas une véritable loge, et dans laquelle on peut constater qu'il y a probablement un transfert depuis cette loge, depuis cette organisation, jusqu'à une loge maçonnique au début du XVIIe siècle. Donc, pratiquement, la transition, c'est une quinzaine d'endroits, de loges qui se trouvent en Écosse. Est-ce que les Rose-Croix au XVIe et au XVIIe siècle et les spéculatifs francs-maçons ont eu des relations? Je pense par exemple aux membres de la Royal Society. Première réponse, il y a un seul exemple d'un homme qui est lié à l'histoire de la maçonnerie anglaise, qui est Elias Ashmole, qui s'est intéressé au mouvement Rose-Croix allemand et qui a tenté d'entrer en contact avec eux. Il
Il y en a un autre qui est Robert Murray, mais qui n'est pas entré en contact avec lui. Et en ce qui concerne la Royal Society, la Royal Society ne s'intéressait pas à ces choses-là. Les membres de la Royal Society ne pensaient qu'à une chose, c'était à faire des conférences scientifiques, comme on les fait dans des sociétés savantes actuellement. Et ils ne s'occupaient pas, ils ne se sont pas occupés du système Rose-Croix, enfin du mouvement Rose-Croix allemand. Ok. Je reprends une de vos citations. Vous dites qu'il y a un mythe de la déchristianisation initialisé par les modernes anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, le mythe de la déchristianisation, c'est que si l'on lit les rituels dits modernes, enfin donc les rituels de la première grande loge de Londres, et que l'on lit leur évolution jusqu'à l'Union de 1813, et bien au-delà de cela, il n'y a aucune déchristianisation dans les rituels bleus, puisque on parle très régulièrement de la religion chrétienne et on en parle dans les rituels. La déchristianisation a été l'objectif du duc de Sussex quand il a pris la tête de l'Union après 1813 et il a voulu que l'on supprime des rituels maçonniques anglais toute allusion au christianisme, qu'ils y sont presque arrivés en ne laissant qu'une dernière allusion à laquelle ils n'ont pas pensé. On parle de la Grande Loge unie d'Angleterre. Est-ce qu'en 1813, est-ce qu'elle a vraiment réuni les anciens et les modernes? Oui, puisque le problème ne se posait quasiment plus depuis une vingtaine d'années. Il n'y avait plus réellement, au niveau de la base, une hostilité entre les deux types de loges et les affiliations ou des passages de l'une à l'autre étaient relativement constants. Et les rituels étaient à peu près les mêmes. Et il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux quand on les regarde avec un œil vraiment impartial. Donc oui, l'union s'est faite. Il y a eu une rébellion qui s'est déroulée à Liverpool où quelques loges ont fait sécession et ont fait une dizaine de loges, une grande loge opposée, si vous voulez, à l'union et qui a duré quelques dizaines d'années. Notre première question à balancer entre la France et l'Angleterre. Est-ce qu'il serait exagéré de penser que Anderson et Desaguliers pourraient être les pères putatifs de la franc-maçonnerie continentale en général et voire, pourquoi pas, Grand Orient de France en particulier? Le Grand Orient de France, non. Le nombre d'années qui les sépare est trop important. Cela dit, Anderson, tout Écossais qu'il soit, parlait très bien le français et faisait partie d'une loge française à Londres. Quant à Desaguliers, il était bilingue, enfin pas de naissance, mais il était un parfait bilingue, né en France. Il avait dû fuir la France à cause de la suppression de l'île de Nantes. Et il avait fait sa carrière en Angleterre. Il était devenu anglais, mais il était parfaitement bilingue. Il a fait un sermon devant le roi George III en français. Et il appartenait à une loge française, la même qu'Anderson d'ailleurs. Non, il aurait pu peut-être le faire, mais il était mort depuis bien longtemps quand le Grand Orient a été fondé. Ok, alors les grades. Comment situer les grades allant au-delà des loges symboliques, apprentis, compagnons, maîtres? Comment les situer? Pourquoi on parle de haut grade en France comme s'il y avait des bas grades, entre parenthèses? Oui, et pourquoi sûr. Les Anglais disent side degree?
Les Anglais ne disent pas ça. Ils disent pas ça. Les Anglais ne disent pas ça. Le side degree, c'est un terme américain Ah bon? et qui désigne simplement les grades qu'on reçoit au coin d'une porte ou dans l'embrasure d'une fenêtre et qui vous est donné de bouche à oreille. C'est ça un side degree. Authentiquement, j'en ai même reçu, moi. Donc, je sais de quoi je parle. Les Anglais, ils disent beyond the craft, ça veut dire au-delà des grades bleus. Donc, pas supérieurs, mais ils viennent après, c'est tout. Parce qu'il faut avoir les grades bleus pour les obtenir. Donc, c'est normal qu'ils viennent après. Donc, l'expression side degrees et au grade, c'est français. Et quel est ton avis sur les beyond the craft? Mais c'est-à-dire que les beyond the craft, il y en a de deux types. Il y a, je mets à part l'Arche royale et la Marque, qui sont presque dedans. Enfin, mais sinon, il y a deux types de grades, de grades beyond the craft. Il y a les grades chrétiens et il y a les grades qui ne le sont pas. Alors, les grades qui sont chrétiens sont effectivement très chrétiens et les grades qui ne le sont pas ne sont pas chrétiens du tout. C'est-à-dire, par exemple, comme exemple, je prendrai le cas des Indes. Aux Indes, il y a une grande loge copiée sur l'Angleterre, mais à côté de ça, ils ont un système de rite écossais ancien accepté qui marche qui a relativement bien, mais qui a, dès sa création, lui, abandonné le christianisme que les Anglais appliquent encore. Pour finir, une question de science-fiction ou une question de grand naïf, puisqu'on a parlé de l'Angleterre et des continentaux. Est-ce qu'il faudrait une troisième guerre mondiale pour que les francs-maçons, face à des ennemis communs, je pense par exemple à des extrémistes, en arrivent et finissent peut-être par se reconnaître entre eux? Je pense que le problème de la reconnaissance ne se pose pas de la même manière pour les Anglais et pour les Français. Je crois que pour les Anglais, le problème ne les concerne pas. Ça ne les intéresse pas, ils ne se posent jamais la question. Ils ont des règles et ils reconnaissent les grandes loges ou les grands orients qui reconnaissent les mêmes règles qu'eux. Si ce n'est pas le cas, bref, ils ne se posent pas la question. Un haut dignitaire anglais m'a dit un jour, il me parlait de ce problème et il me posait à peu près la même question que tu me poses. Et ce dignitaire anglais m'a répondu, mais qu'est-ce que ça peut faire que nous ne nous connaissions pas? Nous allons en maçonnerie pour être heureux et pas pour connaître déjà. Voilà. Eh bien, Pierre Noël, sur cette déclaration de paix, on va terminer notre entretien. Merci pour ce travail historique monumental, extraordinaire, à la recherche de Jacquin et Boaz, promenade dans le jardin anglais d'une franc-maçonnerie méconnue. Merci, Pierre Noël.